Parole du Sud, 6e festival du conte de la parole. On va en parler tout de suite dans Gadiam Réunionnais. Alors pour commencer, on va d'abord demander à nos invités, bonsoir messieurs, bonsoir. Se présenter. Je vous laisse commencer. Je vais présenter Daniel Bergeau, qui est conteur, qui a une compagnie aussi de contes, en fin de compte, et qui se produit surtout dans le sud, et qui intervient un peu sur toute l'île, à travers l'association Causer Compter, mais aussi sa compagnie. Voilà. Et Abbas Mula, qui est conteur depuis fort longtemps, qui est également bibliothécaire jeunesse sur la ville de Saint-Denis. Et à ce titre, il a donc beaucoup de compétences. Puis il a publié aussi 2 livres. Alors, on va commencer dans l'ordre. D'abord, c'est quoi ce 6e festival international du conte de la parole qui a lieu à Saint-Joseph? C'est quoi? Honneur au président. Eh bien, c'est une réunion d'artistes conteurs. Nous avons des invités. Nous avons Halima Hamdan, qui est une conteuse marocaine et auteure aussi de plusieurs livres, de contes et aussi de romans, et une danseuse orientale, parce que le thème de ce festival de contes, de ce 6e édition, c'est les contes orientaux, les 1001 nuits surtout, et les contes merveilleux de façon plus large. Puisqu'on parle de contes, quelle définition doit-on faire aujourd'hui de ce qui est le conte? Est-ce que le conte a beaucoup évolué, beaucoup changé? Comment est-ce qu'on peut définir ce terme aujourd'hui, le mot conte? Comment on le définirait? Alors, le conte a évolué, mais en fait, il existe des contes traditionnels qui sont dits de façon moderne maintenant. Maintenant, on ne dit plus beaucoup dans les cours. Le roi Caf, il disait dans sa cour, mais il avait déjà de l'art parce qu'il savait placer son public. Il savait tout à fait disposer tout le monde et prendre la place du raconteur. Maintenant, le conte se fait plus sur des scènes, voilà. Mais il a beaucoup de place encore pour divers publics. Peut-être compléter que voilà. Les bibliothécaires ont cette fierté, surtout en France, d'avoir sauvé le conte. Parce que c'était un art en pleine déliquescence et en disparition. Et c'est surtout au début du XXe siècle et surtout après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a relancé les bibliothécaires. Dans les bibliothèques, on lancé ce qu'on appelait la ronde du conte. Et que grâce à eux, non seulement ils ont fait vivre le conte, mais en plus ils ont relancé la machine, on va dire artistique qui est derrière. Le conte, un vrai conte, n'a pas d'auteur. N'est pas inventé par une personne. Un vrai conte est la mémoire du peuple. C'est l'inconscient collectif d'un peuple qui porte un conte. Ce qui veut dire que Grand Mercal n'a pas d'auteur. Tijan n'a pas d'auteur. Ça veut dire que ça évolue à chaque fois par celui qui le dit. Exactement. Oui et non. Enfin, exactement quand même, parce qu'il évolue, parce que chacun fait sa version nouvelle du nouveau conte et une version qui est bien sûr adaptée à notre temps, avec les questionnements du jour. Donc le conte n'est pas une histoire ancienne. Puisque Basse parlait de Cala, de Grand Mercal, ne serait-ce déjà pour trouver l'origine même de cette histoire. Il y a ceux qui parlent de Zélindor, de celui qui a enlevé la mauvaise femme. Et il y a d'autres qui parlent du volcan. Il y a quand même beaucoup. C'est pour ça que la mémoire... je crois que beaucoup de familles réunionnaises possèdent une part de Cala. Elles ont une version de Grand Mercal. Elles ont des éléments. Maintenant, la totalité de toute la légende qui devient un mythe, personne ne l'a en propre. Et si on prend le mythe de Citaran, qu'est-ce que la mémoire collective n'a pas fantasmé autour de ça? Qu'est-ce qu'on lui a pas donné en disant que c'est lui qui a fait ci, qui buvait du sang, qu'il mangeait, qu'il tuait, alors que finalement, quand on regarde les documents concernant tous les rapports qui ont été faits autour de sa condamnation, c'était pas lui qui était le plus méchant. Il avait un seul défaut, c'est qu'il était noir, il était mozambicain, et à lui on a attribué tout ce qui allait pas, quoi.
Oui. Dans le cadre de Citaran, quand même, là, est-ce qu'on peut parler du conte? Tu vas commencer par mythe. Oui. Parce qu'en fait, c'est un mythe. Il y a eu un personnage qui a réellement existé, et derrière, on a collé des légendes. Ouais. Tandis que grand-mère Cal, on l'appelle Kala. Où est-ce qu'elle est née? Quand est-ce qu'elle est née? Quel est son nom de famille? Personne ne le sait. Là, c'est une véritable légende, c'est un vrai conte. C'est une légende, là, c'est une légende. Tandis que Citaran a réellement existé. Il y a encore les traces historiques de sa condamnation, de sa bandaison. Là, c'est un peu différent. Ouais. Nous, on va mettre plus l'accent sur le conte. Là, pour revenir sur les Mille et une nuits, sur le merveilleux, on va mettre l'accent sur des contes où il n'y a pas d'auteur, mais ce sont on va dire, la mémoire collective de pays, de nations, de cultures qui les véhiculent. Alors, quand on parle de contes pour les enfants, on retrouve les mêmes éléments, les mêmes ingrédients, le dodo, le caméléon, on retrouve ces... Bien sûr, oui. Ce patrimoine réunionnais. Il y a les contes d'animaux. Les contes d'animaux en Afrique, aux Seychelles, surtout, à Maurice également, à La Réunion un petit peu moins, les contes d'animaux, mais les contes ne sont pas que pour les enfants. Les contes, c'est pour tout public. Alors maintenant, on a des éditions pour enfants, on a des versions un peu expurgées, des versions plus faciles, mais le véritable conte, il est pour tous les publics. Et nous défendons le conte pour adultes. C'est vrai. Et d'ailleurs, lorsque on voit les conteurs en prestation, dans le public, ce qu'on voit, c'est d'abord des adultes. Et les adultes, et on peut avoir vu, avoir Annie Gondin, c'est la dernière que j'ai vue en conte, c'est pas un paradoxe de voir des adultes devenir des enfants juste en ce moment, pendant ce moment-là, quoi. Voilà, oui. C'est une des particularités de la culture réunionnaise, c'est qu'il y a eu le conte réunionnais. Il a été occulté, il a quasi disparu. Et chez beaucoup d'adultes, il y a cette nostalgie de la disparition du conte. Donc, pour eux-mêmes, d'abord, ils emmènent leurs enfants, mais souvent, eux veulent retrouver les merveillements qu'ils avaient quand ils étaient petits. Ou ceux qui n'ont pas eu cette chance ont besoin de dire, on m'a enlevé, on m'a volé, j'ai été privé d'une part de mon héritage culturel, donc je viens dans ces soirées pour retrouver ce que j'ai perdu. Il y a un côté nostalgique, il y a un côté retrouver l'innocence, le côté merveilleux qu'on ressentait quand on était petit. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour revenir à ce contexte-là, est-ce qu'il n'y a pas dans la démarche que vous menez, vous, est-ce qu'il y a aussi un travail de recherche, je suppose? Bien sûr, sur les origines des contes, les comparaisons des contes, surtout les versions. C'est-à-dire qu'on recherche un conte, et puis, on en étudie plusieurs versions. Par exemple, Podane, il y a 250 versions, peut-être. Tout à fait. Alors, on ne va pas lire peut-être les 250 pour les étudier, mais on va en choisir quand même un assez grand nombre pour se faire sa version à soi et qui soit adaptée à notre époque. C'est-à-dire que le conte n'est pas une histoire du passé. Le conte n'est pas une histoire du passé, mais le conte, dans sa retranscription orale, parce que chacun raconte, et surtout j'ai toujours aimé, moi, à chaque fois comment on déforme, on invente, on fantasme sur certains éléments. Il y a quand même une chose qui est vraie, c'est que derrière tout ça, il y a souvent une vérité, ça part toujours de quelque chose de vrai, et après c'est l'escalade dans la surenchère, dans... c'est un être extraordinaire. Et la preuve, on regarde dans l'histoire de la Réunion entre Saint-Expédie, que la Réunion a créé, entre le trésor de la Buse, entre Kala, entre les fantastiques histoires qu'on a pu raconter, entre bien sûr le fantasme africain, parce que la superstition, c'est ça, finalement, qui nourrit la mémoire collective et les contes. Et ça, à ce niveau-là, quand vous allez parler des contes orientaux, comment vous pensez que le public réunionnais va réagir par rapport à ça, par rapport à leur culture? Mais ce sont des histoires universelles qui racontent des histoires tout à fait... qui arrivent à tout le monde. Qui parlent à l'âme humaine. On retrouve les émotions de base que nous avons tous, l'avidité, la colère, la rage, la haine, l'amour, le don de soi. Donc, dans
ces contes universels, toutes ces thématiques se retrouvent. Donc, quel que soit le pays, un être humain reconnaîtra ces choses qu'il porte dans son inconscient collectif. D'accord. Quelle est la part, j'allais dire, orientale de la Réunion, de cette réunionité, de cette identité réunionnaise? Voilà. Quelle est la part que vous allez quelque part, j'allais dire, mettre en avant dans vos contes? Peut-être qu'à La Réunion, qu'est-ce qu'on aurait comme origine orientale? Il y aurait les Arabes de La Réunion, mais aussi les Comoriens, qui portent aussi dans leur culture l'arabité, plus d'ailleurs que les Arabes de La Réunion, qu'eux, ils sont plus d'influence indienne et persane, peut-être d'Asie centrale, ont cette grosse influence, beaucoup moins du monde arabe, alors que la culture comorienne a un pied dans l'Afrique, un pied dans le monde arabe. Voilà. Donc cet aspect-là, oui, il y aurait ça. Par exemple, les Comoriens revendiquent une ascendance avec la reine des Sabbats, ce que j'ai appris. Oui. Donc les îles de la Lune. Elle est éthiopienne, la reine de Saba, ou pas? Oui, c'est ça. D'Éthiopie, oui, de oui. Yémen, Oui, oui. on ne sait pas trop exactement. Oui, oui. Donc il y a cette part-là d'héritage. Sinon, à travers les Arabes de la Réunion, ça va être plus le côté route de la soie, route des épices, où on va retrouver des légendes et des contes qu'on retrouve en Iran, qui sont passés par l'Inde, l'influence d'Asie centrale, un petit peu du monde arabe à travers la ville de Surat, où il y a eu des échanges commerciaux entre l'Arabie et la ville de Surat en Inde. Voilà la part orientale. Je peux vous poser une colle. Quand on parle d'arabe, on parle de musulmans ou on parle d'arabe? Confusion entre la race et la religion. Parce que la part musulmane de l'Inde, elle existe aussi. Mm-hmm. Et elle se retrouvera là ou pas? Elle sera sur l'affiche ou pas? À l'affiche ou pas? Ah oui, oui, enfin, elle se retrouve à l'intérieur des contes. D'accord. Hein, puisque les contes des Mille et une Nuits, ils se passent en Extrême-Orient, en Orient proche, et puis aussi jusqu'en Chine. Il y a beaucoup de voyages dans Camaralzaman et la princesse Boudour. On va jusqu'en Chine. D'accord. Parce que souvent, dans l'histoire qu'on lit, on voit l'influence européenne des Anglais, des Français, des Portugais en Inde et dans le reste du monde. Là, on oublie que ces peuples ont déjà commercé entre eux dans le passé. Ils avaient une longue histoire multimillénaire entre eux, avant même l'arrivée des Européens. Les Européens, ça a été quoi, au 18e siècle, 19e siècle, un petit peu avant. Oui, Allez, on va dire à partir de quoi, 16e siècle a commencé l'arrivée des Européens. Mais bien avant, ces nations multimillénaires commerçaient, échangeaient, traversaient. Il y avait des influences de pensée, de religion, de toutes sortes de choses. On va juste rappeler que ici, pour ceux qui ont l'occasion de feuilleter le mémorial de la Réunion, dans ce qu'a écrit Jean-François Samelon, je crois, vous verrez qu'au IVe siècle, des Arabes ou les musulmans ont accosté à l'île de la Réunion. Donc c'était aussi l'occasion d'avancer sur cette page-là. La question, encore une fois, c'est, quand on regarde, qu'est-ce qui explique cette part, justement? On dit que l'Orient, c'est mystérieux, c'est beaucoup plus... Le fait... Comment vous, dans les contes, vous avez retracé un petit peu ce mystère-là? Qui va venir parler, hormis la conteuse marocaine? Ah oui, on a une conteuse marocaine déjà. Et puis, parmi les conteurs de la Réunion et réunionnais, il y a 6 personnes ou 7 même, qui ont travaillé les contes orientaux. Vraiment, on a fait un stage à propos des Mille et une Nuits. Donc, tout le monde est à même maintenant de redire, de retransmettre. Alors, avant de revenir sur la discussion, on va essayer de feuilleter un petit peu, de regarder un peu le programme qui vous attend tout au long de ces 3 jours, vendredi 28, samedi 29, dimanche 30. Juste avant, vous m'avez dit qu'il y avait une formation. Oui. Oui. C'est de quelle date à quelle date? C'est le 22, samedi 22 et le dimanche 23 septembre au matin. Il y aura donc un stage de contes donné par Halima Hamdan, qui s'adresse à des personnes, des conteurs, qui ont déjà compté devant des publics, qui ont déjà fait des stages, soit avec l'UDIR, soit avec Causer Compter, soit avec d'autres organismes. Des gens qui pratiquent déjà. Voilà, c'est un stage de perfectionnement. Qu'est-ce qu'on apprend dans un stage pour apprendre à dire des contes? Oula, il y a beaucoup à dire. Hein. Déjà captiver son auditoire. Si la personne arrive et récite son texte, ça décroche instantanément. Un public très sévère et qui peut être cruel, c'est un public d'enfants. Parce que les adultes font semblant d'écouter.
alors qu'un public d'enfants, lorsqu'il s'ennuie, s'agite et monte son impatience. Donc un conteur, lorsqu'il se confronte à des enfants, a intérêt et se remet en question et est déstabilisé par l'enfant. À partir du moment où on voit les enfants scotchés avec des grands yeux comme ça et qui écoutent alors qu'ils sont habituellement très agités pendant une demi-heure, capables de concentration, le conteur peut dire qu'il a gagné. Déjà ça. Maintenant qu'un public adulte, il y a retrouver l'enfant qui est chez l'adulte. La deuxième chose, il y a un côté initiatique. Dans le conte, quand on s'adresse à des adultes, on doit lui faire toucher cette partie où des questionnements qu'on peut porter, encore une fois, sur la vidité, sur la beauté éternelle, la toute-puissance des rois, des reines, ces choses qui traversent l'humanité. Lorsqu'un conteur s'adresse à un public à la fois adulte et enfant, lorsqu'il arrive à captiver son auditoire, c'est qu'il y parle avec son cœur et il touche le cœur du public. Voilà ce qu'ils apprennent à travailler en formation avec Halima Hamdan, c'est comment... et puis éliminer une deuxième chose, éliminer tous ces tics verbaux, ces tics qu'on peut avoir physiquement, ces répétitions, bon bain. Par exemple, j'ai pu entendre ça, des conteurs dire ça, ou je sais pas, la répétition, donner des images, décrire. Voilà. Et outre l'art de conter devant le public, le stage porte sur l'élaboration du répertoire. Il y a donc des conteurs créoles qui vont venir avec un désir de répertoire des pays créoles qui nous entourent et de la Réunion. Hein. Il peut y avoir un autre conteur qui va venir avec des histoires de vie. Donc c'est plus, là, comme on disait, l'histoire de son grand-père qui a une valeur maintenant pour tout le monde, etc., etc. Alors, donc, les contes, alors, ça commence le vendredi 28, ça sera à Vincent d'Eau. Alors, voilà. Nadège Rémili, Grégory Ilan, Bertie. Ce sont des conteurs d'ici? Tous sont d'ici? Oui, oui. Bertie Dubar, Delphine Bidoua, Éric Lorette. Bien sûr. C'est sur le même site? À Vincent d'Eau. À Vincent d'Eau le matin et l'après-midi. Et puis également à l'auditorium, il y aura le matin Kala par la compagnie Baba Siphon et dit par Léon Louis. Et puis l'après-midi, ce seront les Contes Calumet, donc une compagnie de Christine Langot et Jean-Bernard Ifanouidza qui qui présentent Mon Autre. D'accord. Sur la peur. On est toujours sur le vendredi 28, à 17h, Ondulation Comté, c'est dans la médiathèque du Sud Sauvage, c'est quoi exactement? Voilà, dans cette superbe médiathèque toute neuve, c'est un spectacle de contes de l'Orient, des contes merveilleux orientaux, accompagné par une chorégraphe et danseuse orientale. D'accord, et donc pour terminer la nuit de vendredi, de 20h à minuit, nuit du conte merveilleux. Alors quand on dit nuit du conte merveilleux, on parle de Daniel Bergeau, Suzelle Cuvelier, Anne Chenet, Abbas Mula, Alexandrie Savouri, Josette Savini et la conteuse invitée donc Halima Hamdan, donc sur la scène pendant 4 heures. Oui, c'est un tour de conte, hein. Chacun, on se succède. Voilà. Enchaîné, contrat accompagné de 2 musiciens, par exemple. D'accord. Donc là, le public, en tout cas, il n'a pas intérêt à bouder son plaisir de venir voir autant de diversité. Ah bah oui, là, bien sûr. Là, vous avez Anne Chenet, qui est quand même une très grande dame de la littérature créole, de la littérature de la Réunion, qui est poète également, et qui travaille beaucoup le conte, et qui va venir là présenter une de ses créations. Donc ça vaut, bien sûr. D'accord, il me reste 2 minutes, je vais essayer de faire vite. Alors, samedi 29, 10h, médiathèque Sud Sauvage, rencontre littéraire, la notion de merveilleux, celui en doche. Annie Grondin, Jean-Bernard Ifano-Isa, Daniel Lorette, Abbas Mula et Halima Hamdan. Conteur invité, donc Daniel Bergeau et Benjamin Posé. Alors, à 14h30, donc Gazouillaz. Et à 17h, 1001 causées comptées, compte à 20h, compte en danse. Donc, en tout cas, le plateau, on voit que vous essayez de donner de la diversité, que le conte, c'est pas seulement être assis et écouter. Parler peut-être de samedi matin à 10h à la rencontre, ce sont des écrivains qui ont publié des livres de contes. D'accord. Donc là, ce sera un débat autour de la littérature réunionnaise sur le conte. Ce sont des conteurs qui ont également écrit, et qui deviennent écrivains, voilà, et qui ont publié une partie de leur répertoire.
On revient donc on repart, donc on a fini samedi, on parle de dimanche. Alors dimanche justement, qu'est-ce qui était prévu? Alors, dimanche le matin, c'est une promenade Ouais. comptée avec 4 compteurs à côté de la grotte là-bas de... Ça y est, j'ai perdu le nom de... C'est une grotte. La caverne des Hirondelles. Ah, la caméra, oui, d'accord. Voilà, j'ai commencé. À la caverne des Hirondelles, donc une promenade comptée avec des ânes, des bourriques. Voilà, donc on compte sur les ânes avec les ânes. D'accord. Voilà. Et les contes merveilleux de l'Orient. Après, ce dimanche, le public aura droit donc également. Après, c'est pour les grands enfants, on va dire de 7 à 12 ans, 2 conteuses, Evelyne Gigant et puis Arlette Bloch, qui vont compter pour eux aussi avec des contes merveilleux. Hein. Voilà. Ensuite, le grain de sable. Ce sont des histoires pour les plus petits, de 3 à 6 ans, parce qu'on a bien sérié les âges. Hein. Donc pour 3 à 6 ans. C'est pas la même façon de raconter un conte. C'est toujours en fonction du public que vous vous adaptez. Oui. Surtout pour les petits. Pour les petits. Un adulte est capable d'imaginer une scène. Les petits n'ont pas encore cette capacité, donc il leur faut des images physiques, très souvent. Voilà pourquoi on utilise des livres géants avec des images, ou alors on montre un kamishibai, ou alors on fait des petites chansonnettes, des sons, on interpelle l'enfant, et il ne faut pas utiliser un vocabulaire trop travaillé, trop élaboré, parce que l'enfant ne comprend pas, n'accroche pas, il s'ennuie. Oui. C'est quoi kamishibai? Alors, kamishibai, théâtre. Dommage, j'aurais pu en emmener un. Ça ressemble à une télévision, sauf qu'elle est toute en bois, et on a des images qui défilent à l'intérieur. C'est un concept japonais qui date du Moyen-Âge japonais, où les émissaires de l'empereur passaient de ville en ville, de village en village, racontaient les événements du palais du royaume. Comment raconter la naissance, la mort, les guerres. C'était utilisé pour raconter donc l'actualité du royaume du Japon avec des images parce que le peuple ne savait pas lire et écrire. Et donc, ça a été repris, adapté au conte maintenant. Donc, on a le conteur utilise, donc il montre au public des images, et pour lui, de l'autre côté, il y a du texte. Donc, l'avantage de kamishibai, c'est que ça lui permet de lire, de ne pas perdre le fil. Et il fait défiler comme ça des images devant les enfants. Et quels sont les autres points de ce dimanche? On pourrait de ce dimanche 30 septembre. Oui. Non, on veut revenir aux petits. Le samedi 29, gazouillage. Il y a 3 séances pour des petits. 3 mois à 3 ans. Oui, tout petit. C'est Edith B qui va compter pour les tout petits. Elle se spécialise pour les tout petits. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant de 3 mois lorsqu'on lui raconte un conte? C'est pas un conte forcément, on évoque. Là, c'est à partir des comptines créoles. D'accord. Donc, qui racontent quelque chose. D'accord. Avec du chant, avec des objets, voilà. D'accord. Et pour les 3 ans, par exemple, là, c'est des contes, là, c'est vraiment... On commence avec un support d'image, comme tout à l'heure le disait Abbas, avec un support d'image. Oui. D'accord. Là, c'est la 6e édition, j'ai vu, de ce festival. Depuis les 5... Si on doit faire un bilan des 5 premières éditions, qu'est-ce que le conte aujourd'hui a comme valeur dans le patrimoine culturel réunionnais? Mais il a une grande valeur parce que les gens s'aperçoivent qu'ils ont vraiment une culture qui leur est propre, culture créole. Quand on dit criquer, craquer, craquer, chasse, chasse-coué, voilà, mauvaise âme. Non, les gens se rendent compte, les enfants aussi, qu'ils ont une culture qui a une grande valeur. Et donc, ça peut lutter, c'est aussi la lutte contre l'illettrisme pour acquérir d'autres valeurs, etc. Et quand on dit des contes d'ailleurs, des contes du Dor, eh bien, ces contes-là apportent aussi réflexion, valeur et peut-être préciser aussi que le conte lorsqu'un conteur raconte en créole, il raconte son histoire en créole, il servent un mot ancien. Et donc, le public il réentend des mots, surtout les enfants, ils entendent des mots qu'il n'est plus utilisés. Donc, il y a une réappropriation culturelle grâce à ça. Et souvent, les adultes, ils rient parce qu'ils disent, longtemps, on n'a pas entendu ce mot-là. Hein? Il y a ça. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on fait un spectacle en public, ça peut être sur une place publique, dans une salle, le public est là, et ça crée une cohésion, une complicité.
Donc, on n'est plus dans ce fameux débat récurrent, tout le monde y bataille là-dessus, tout le monde est scotché devant son écran, devant la télévision. Là, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'écran, on est tous ensemble et on est dans l'oralité, dans le partage humain. C'est un être vivant qui est en face de nous, c'est pas une image virtuelle. Et donc, il y a l'émotion qui passe, il y a la relation humaine. Et le conteur n'est pas sur une estrade, une scène avec un orchestre, il vient carrément interpeller le public, il lui parle. Donc, il y a une relation directe. Et ça, c'est ressenti dans les tripes. Et justement, cette connexion émotionnelle qui se fait, et il est plus fort, c'est au conteur d'arriver, de transmettre cette émotion ou de faire vibrer cette émotion chez le spectateur. Ah oui, de l'initier, oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est tout le travail qu'on fait en formation, entre autres. Voilà. Aussi l'entraide aussi entre compteurs en disant « Ah, là, il faut peut-être retravailler ça. » Donc, oui, la relation humaine est incontournable dans le conte. Oui. Et la capacité du conteur à adapter parfois son émotion à son public et parfois de changer un petit peu son texte parce que le public, il y a des mots que le public, que le conteur sait que, ou la conteuse sait que le public va mieux réagir à tel mot ou à tel mot. Oui, mais... C'est aussi des qualités qu'un conteur ou une conteuse doit avoir. Oui, bien sûr, il n'y a pas de conte sans public. Hein? C'est le public qui fait le conte. C'est une relation à deux, public et conteur, qui fait finalement le conte. Le conte est toujours différent quand on change de lieu et de public. Et légèrement différent. Et justement, quand on parle de public, et on parle de public adulte, et on voit ce public souvent d'un certain âge apprécier autant, j'allais dire les contes, apprécier autant ces moments-là, ce partage finalement. Et on se demande, est-ce que c'est le partage ou est-ce que c'est le conte finalement qui crée ce lien? Pour cohésion sociale. Oui, les élus n'ont qu'un seul mot à la bouche, c'est la cohésion sociale. Voilà pourquoi aussi il y a ces subventions, tout ça, parce que dans les quartiers, lorsqu'on organise une séance de conte, il y a la population qui se retrouve, encore une fois, le lien humain est recréé, entre autres, à travers le conte. Donc, pour eux, il y a l'aspect culturel, mais il y a aussi l'aspect cohésion sociale, fraternité, hein, qui est une des devises de la France. Donc, ça participe en arrière-plan à beaucoup de problématiques de notre société. Il n'y a pas que simplement que simple raconte d'histoire, que ça y serve. C'est bien au-delà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, devenir conteur, parce qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui se mettent au conte. Je connais les guides qui ajoutent cette corde à leur art, parce que le soir, lors d'un bivouac, autour d'un feu, on voit que ça marche et que ça prend. Finalement, on revient à la simplicité. Oui, bien sûr, parce qu'on est dans une société du média. Ici, on est à la télévision. Mais en fait, on est toujours avec des écrans, alors que le conte est une relation réellement directe et c'est essentiel de la restaurer. Et il me reste aussi vraiment 1 minute. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin, pour que le conte retrouve toute sa place, celle qui avait été avant l'avènement de la radio et de la télévision? Il faut programmer les conteurs. Il faut demander aux conteurs d'intervenir, bien sûr. C'est une grande base de la culture réunionnaise, de la culture d'ailleurs. Ici encore plus, avec tous ces apports. Et puis des gens qui n'ont pas été forcément volontaires. On pense à tout l'esclavage, tous ces apports. Des marins aussi qui n'ont pas été volontaires, tout ça. Tout ça, ils ont réussi à faire une culture, faire un langage créole. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, reporter ça. Et vraiment affirmer, on dit qu'on va bien vers l'avenir que si on connaît bien le passé, quoi. Donc il faut vraiment s'appuyer. On parle beaucoup d'illettrisme, on a un taux d'illettrisme absolument calamiteux, mais je pense, enfin nous pensons tous que le conte pourrait contribuer à lutter aussi contre l'illettrisme. En tout cas, on va essayer de vous accompagner là-dessus, et pas seulement à l'occasion de ce festival, mais dans d'autres occasions, voir un petit peu ce qui se fait. Alors, ça sera l'occasion aussi de sourire un petit peu la démarche que vous menez. Merci, messieurs. En tout cas, on y arrive à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis.